Il existe des familles riches et des familles très riches. Et puis, il y a la famille Pastor. Sa fortune est si colossale qu'on ne peut pas vraiment la chiffrer. Et vous allez voir que cette lignée monégasque est aussi pleine de secrets. Les Pastor sont partis de rien. Puis, ils se sont enrichis dans la construction et la gestion d'un parc immobilier toujours plus grand sur le territoire de Monaco. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la famille Pastor est considérée comme la deuxième famille princière du Rocher. Mais toute fortune peut avoir son revers. Et Hélène Pastor, l'héritière de cet empire, en a fait la cruelle expérience. Le 6 mai 2014, 2 hommes lui tentent un guet-apens et la fusillent à bout portant. L'enquête policière, lancée pour retrouver les agresseurs d'Hélène Pastor et déterminer leur mobile, va alors révéler tous les secrets d'une dynastie qui se pensait hors d'atteinte. Vous écoutez un hors-série homicide qui plonge dans les drames les plus meurtriers des grandes dynasties. Nice, le 6 mai 2014. Nous sommes en fin de journée, le ciel nuageux se dégage peu à peu, l'air est doux. L'hôpital Larchet surplombe la ville. Il est environ 19h quand une femme quitte le bâtiment principal. Elle a 77 ans, elle marche tranquillement, accompagnée d'un gros chien blanc. Elle se dirige vers un monospace noir conduit par un chauffeur. Cette femme, c'est Hélène Pastor. C'est la femme la plus riche de Monaco. Sa fortune personnelle, on la connaît, elle est estimée à 12 milliards d'euros. En revanche, celle de sa famille est un mystère. Hélène vient de passer 2 heures avec son fils Gildo, hospitalisé ce jour-là à Larchet après un AVC. Quelques années plus tard, il se souvient. Je suis dans ma chambre d'hôpital. J'entends une certaine panique. Un policier vient se placer devant ma porte. Le directeur m'annonce que plein de gens ont reçu des balles, votre mère et son chauffeur aussi. Le directeur revient et il me dit qu'en fait, eux seuls ont été touchés. Car ce qui vient de se passer, c'est une véritable scène de crime. Quand les enquêteurs de la PJ de Nice arrivent, peu après 19h10, le moteur du monospace tourne encore. L'habitacle est jonché de débris de verre et de sang. Et il est criblé de plombs de fusils de chasse. Hélène Pastor et son chauffeur, Mohamed Darwich, viennent d'être transférés en urgence à l'hôpital Saint-Roch, dans le centre de Nice. Ils sont tous les deux dans un état critique. Sur la scène de crime, tout le monde s'active. Des enquêteurs demandent à consulter les images de vidéosurveillance, quand d'autres interrogent les témoins qui ont assisté médusés à la fusillade. Il raconte avoir vu un homme armé d'un fusil se diriger vers la voiture, appuyer son arme contre la fenêtre côté passager et tirer. 2 fois. Sous les yeux horrifiés des patients et des soignants présents sur le parking, l'homme a fui en courant. 2 femmes racontent à la police l'avoir vu tenter de ranger maladroitement son fusil dans un sac de sport qu'il tenait en bandoulière. Un autre témoin, une étudiante infirmière, l'a ensuite vu traverser la rue précipitamment et rejoindre un autre homme sur le trottoir d'en face. Selon elle, il avait un teint cuivré, des gants de moto et de grosses lunettes de soleil. Le tireur, quant à lui, est décrit comme vêtu d'un jogging, la peau de couleur noire, une capuche rabattue sur la tête. Mais qui sont ces 2 criminels ? Et pourquoi ont-ils fait feu sur Hélène Pastor et Mohamed Darwich ? Le soir du 6 mai 2014, la nuit a envahi le ciel de la Côte d'Azur. Sur le parking de l'hôpital Larchet de Nice, la police scientifique inspecte le monospace d'Hélène Pastor sous toutes ses coutures, à la recherche d'indices matériels. Au même moment, les images de la caméra de surveillance de l'hôpital sont décortiquées par les enquêteurs. Elles viennent corroborer les dires des premiers témoins. En effet, elles montrent distinctement 2 hommes, le tireur
armé d'un fusil à pompe à canon scié, et un autre qui fait office de guetteur. Ces images apprennent aussi aux policiers que les deux complices sont arrivés sur le site en taxi et qu'ils en sont repartis à pied, à visage découvert. Un mode opératoire surprenant pour une attaque de cette nature, vous ne trouvez pas ? Les suspects ont commis leur crime aux yeux de tous. Mais pourquoi ont-ils pris pour cible Hélène Pastor et son chauffeur ? Sous pression, les enquêteurs doivent trouver des réponses rapidement. Pour Gildo, le fils d'Hélène Pastor, le temps s'est arrêté. Alors qu'il se remet à peine d'un violent AVC, il se rend au chevet de sa mère, grièvement blessée. J'étais en fauteuil roulant, privé de parole mais capable de l'écouter. Elle était criblée de balles, le visage ravagé. Elle parlait difficilement. Elle avait tout le haut du corps déchiqueté, des tubes de partout, mais elle parlait. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle avait une attitude hyper douce. Elle m'a parlé de moi, de l'amour. Elle m'a réconforté, avec ses mots de mère. Tu es beau, tu es gentil, ça va aller. Le reste, quelle tête avait l'homme qui avait tiré ou qui avait pu faire ça, elle l'a mis de côté. Et puis elle m'a soufflé. Si l'un d'entre nous deux s'en sort, il faudra faire la lumière. Pourtant, Hélène n'a jamais aimé vivre dans la lumière. Elle a toujours préféré la discrétion. Mais l'attaque dont elle a été victime fait immédiatement les gros titres. Et sa sauvagerie alimente toutes sortes de théories. Pour certains, on a voulu enlever la riche héritière et la situation a dégénéré. Pour d'autres, c'est peut-être Mohamed Darwish, le chauffeur, qui était visé par les criminels. Pour d'autres, enfin, la brutalité assumée de cette fusillade contre la milliardaire sonne comme un tragique avertissement. On pense à la mafia. Il semblerait qu'on veuille pousser les Pastor à abandonner leur mainmise historique sur la principauté. Car est-ce que vous saviez que la fortune d'Hélène Pastor est le fruit d'une étrange histoire et que son origine est aussi émouvante que romanesque ? En 1880, poussée par la faim, une famille italienne originaire de Ligurie, juste de l'autre côté de la frontière, débarque à Monaco. Mais le père de famille meurt très vite. Son jeune fils, Giovanni Battista Pastor, se fait alors mineur à l'âge de 13 ans, puis tailleur de pierre. Jeune homme, il participe à la construction de l'église Saint-Charles dans le quartier de Monte-Carlo, puis à d'autres chantiers, comme celui du célèbre musée océanographique. En 1920, Giovanni Battista, qui se fait désormais appeler Jean-Baptiste Pastor, fonde sa société de construction et se retrouve en charge de l'édification du premier stade de football de Monaco. C'est à partir de ce moment-là que se scelle l'alliance entre les Pastor et la famille princière. Puis, la Seconde Guerre mondiale fait tout basculer. Elle va changer le destin de Monaco et transformer les Pastor en magnats de l'immobilier. Pendant la guerre, Monaco affiche sa neutralité. Elle refuse de choisir entre les nazis et les alliés. Les Pastor, eux, continuent leurs affaires. Ils seront d'ailleurs questionnés sur leur relation avec un trafiquant au service des Allemands. Mais la famille Pastor fait surtout fructifier son association avec la famille Grimaldi, qui règne sur Monaco. Pendant la guerre, alors que les touristes fuient la cité-État, le nouveau prince Régnier III en profite pour transformer le rocher en paradis fiscal. Tout à coup, la moindre parcelle de cette minuscule principauté d'à peine 2 km² prend la valeur d'un trésor. Et c'est alors que Gildo Pastor, le fils du tailleur de pierre, a une idée de génie. Il suggère au prince Régnier d'enterrer la voie ferrée qui court le long de la côte pour construire à la place des immeubles résidentiels avec vue sur mer. Des terrains qui appartiennent justement aux Pastor. Estoril, Bahia, Beach Plaza, Emily Palace, des complexes immobiliers de luxe sortent de terre, et tous sont bâtis par Gildo Pastor. Mais surtout, ils lui appartiennent. Et c'est là que réside la clé de voûte de la fortune faramineuse de la famille. Car Gildo y applique la nouvelle règle d'or des Pastor, ne jamais vendre. Et voilà comment, sur un territoire aussi restreint que convoité,
une famille de pauvres immigrants italiens se trouve désormais propriétaire de milliers d'appartements, dont le plus modeste se loue aujourd'hui au minimum 15 000 € par mois. Serait-ce pour conquérir une partie de ce royaume qu'on a voulu se débarrasser d'Hélène ? Les mafias russes et italiennes ont toujours apprécié la Côte d'Azur, et la violente fusillade dont a été victime l'héritière des pastors pourrait bien être dans leurs habitudes. Mais un tel patrimoine peut aussi avoir excité d'autres vautours, les membres de la famille Pastor elle-même. Après le temps des bâtisseurs, le patriarche Giovanni Battista et son fils Gildo, vient le temps des héritiers. Victor, Michel et Hélène, les 3 enfants de Gildo. À la mort de leur père, en 90, les 2 frères héritent des richesses du clan. Le patriarche préférait ses garçons, mais Victor insiste pour que sa sœur Hélène ait quand même une petite partie du magot. Une demi-douzaine d'immeubles, dont la plupart se situent sur la prestigieuse avenue Princesse Grace. Les 2 frères sont riches et notoirement rivaux. Le premier, Victor, a fondé l'entreprise immobilière Groupe Pastor. Il est connu pour sa simplicité, il se déplace en 2 roues, sans garde du corps, mais aussi pour ses caprices. Il peut s'acheter un pub quand il a simplement envie de boire une bière. Son cadet Michel, lui, a créé le centre immobilier Pastor, chargé de la gestion locative et de la rénovation du parc familial. Il s'est aussi diversifié, en rachetant par exemple les épiceries de luxe Ediard, des parts dans la célèbre maison de vente aux enchères Arcurial, ou encore le club de foot de l'AS Monaco. Mais Victor et Michel se jalousent. Ils comparent leur fortune en s'affichant sur des yachts toujours plus grands. Et Hélène, dans tout ça, eh bien celle-ci, seulement héritière de 6 immeubles, a su faire fructifier son pécule. À la tête de sa propre société de gestion immobilière, dont le logo est une corne d'abondance, Hélène est au moment de l'attaque en possession d'une fortune estimée à 12 milliards d'euros. Alors, se pourrait-il que ses frères aient aussi jalousé la richesse d'Hélène ? Eh bien non, car tous les 2 étaient déjà morts au moment de l'attaque. Victor est décédé en 2002 et Michel en février 2014, 3 mois avant le guet-apens tendu à l'héritière. Alors, qui a pu orchestrer l'agression sauvage contre celle qu'à Monaco on surnomme la vice-princesse ? Les policiers de la PJ de Nice, en charge de l'enquête, en sont encore à suivre les premiers indices laissés par les agresseurs, quand le 10 mai 2014, on apprend la mort de Mohamed Darwish, le chauffeur d'Hélène, qui avait aussi été blessé dans l'attaque. Personne ne s'émeut vraiment de la mort de ce majordome qui travaillait de 7h à 22h tous les jours, n'avait pris des vacances que 2 fois en 15 ans, sortait le chien, faisait la cuisine, conduisait madame. En revanche, toute la principauté et la presse people du monde entier se font l'écho du décès d'Hélène Pastor, qui succombe de ses blessures le 21 mai. Le jour même, les enquêteurs de la police requalifient la tentative d'assassinat en assassinat en bande organisée. Et l'autopsie, pratiquée 2 jours plus tard, confirme que ce sont bien les gerbes de plomb reçues au thorax, au cou et à la face qui ont mortellement blessé Hélène Pastor. Le mercredi 29 mai au matin, c'est sous un ciel dégagé, bercé par une douceur printanière, qu'on enterre Hélène Pastor au cimetière de Monaco. Les obsèques se déroulent dans la plus stricte intimité. Pourtant, si on a pris soin de tenir à l'écart la presse et les photographes, personne n'imagine que le cerveau de l'attaque ayant mené à sa mort se trouve bel et bien présent ce jour-là pour regarder Hélène Pastor disparaître dans la tombe. Après l'attaque du 6 mai 2014, quand le public découvre l'existence de la très discrète et néanmoins richissime vice-princesse de Monaco, Hélène Pastor, les enquêteurs de la PJ de Nice sont déjà au travail. Avec l'aide de leurs collègues de la PJ de Marseille, ils explorent les indices laissés sur la scène de crime par ces assassins. Et les policiers vont de surprise en surprise. Après avoir recueilli le témoignage des nombreux patients et soignants de l'hôpital Larchet de Nice, présents sur la scène de crime,
Les policiers se concentrent sur la vidéosurveillance. En analysant les images recueillies un peu partout, ils parviennent à reconstituer le parcours des deux criminels. Imaginez un film suivant pas à pas des tueurs à gages en mission. Sauf que ce film-là est réel. À 13h07, le 6 mai 2014, les deux individus sont filmés à la gare Saint-Charles de Marseille. Puis ils apparaissent à la gare de Nice à 15h39. L'un est vêtu de noir, il a le regard masqué par des lunettes de soleil, il porte un sac en bandoulière et, à la main droite, un casque de moto. Le second porte un jogging gris et lui aussi une bandoulière. Il tient un sac en plastique à la main. À 15h40, les deux hommes marchent côte à côte et semblent se parler. Les caméras les retrouvent à 18h17 devant un hôtel en plein centre-ville de Nice. Le premier est coiffé d'une casquette rouge. Il s'approche d'un taxi dans lequel il monte. À 18h20, le taxi est filmé dans un tunnel en direction de l'hôpital Larchet où est hospitalisé Gildo Palanca Pastor, le fils de la milliardaire, auquel Hélène Pastor rend visite tous les jours entre 17h30 et 19h. Les images suivantes montrent les tueurs devant l'hôpital. Peu avant 19h, celui qui porte une casquette rouge sort du taxi. Le deuxième arrive quelques instants plus tard, lui aussi en taxi. L'un des deux hommes se cache sur le parking, derrière un muret. L'autre attend un peu plus loin. 10 minutes après, alors que le monospace d'Hélène Pastor s'avance vers la sortie, le guetteur sort de sa planque. Après 2 coups de feu, on voit le tireur quitter le parking et prendre la fuite en courant. Son complice, lui, s'éloigne tranquillement de l'hôpital. Il se dirige vers un arrêt de bus avant de prendre la même direction que le tueur. Moins de 3 heures plus tard, les caméras les surprennent à nouveau à l'arrière d'un taxi devant la gare de Nice. Pour la police, cette exécution particulièrement brutale est aussi un incroyable tissu de maladresse et d'amateurisme. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Les malfaiteurs ont osé tendre un guet-apens en plein jour, dans un lieu public et à visage découvert. Ainsi, en quelques heures, les policiers ont pu reconstituer tout le parcours des tueurs, mais ils sont aussi en possession de photos d'eux d'excellente qualité. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle surprise les attend. Dans l'hôtel où les malfaiteurs ont séjourné quelques heures, la police est tout étonnée de découvrir que l'un des tueurs à gages a oublié un gel douche. Et ce gel douche est porteur d'une trace ADN. Et bientôt, l'ADN découvert match au fichier national des empreintes génétiques. Il désigne un certain Samin Saïd Ahmed, un homme d'origine comorienne. Grâce à leurs images, les policiers comprennent qu'ils ont identifié le tireur du parking. Et le guetteur est tout aussi imprudent. Les analyses des téléphones ayant borné dans les différents lieux où sont passés les deux malfrats permettent aux enquêteurs de l'identifier. C'est alors que les policiers s'aperçoivent qu'il a conservé le boîtier du téléphone utilisé le jour du crime. Il a seulement changé la puce, mais continue de l'utiliser. Alors, la police met aussitôt en place des écoutes et découvre que le deuxième homme est un dénommé Alaïr Hamadi, lui aussi comorien, et lui aussi fiché. Surtout, les enquêteurs constatent qu'il aime s'épancher au téléphone. Et surtout, il parle beaucoup d'argent. Et d'un troisième larron, un blanc, comme il dit, un certain Alain. Cet Alain s'appelle en fait Salim Youssouf et il est gendarme auxiliaire. Grâce aux écoutes, les policiers apprennent que ce gendarme avait d'abord été pressenti pour être le tireur avant de se désister. Ils découvrent aussi qu'il était allé à Nice quelques semaines plus tôt en repérage sur les lieux du guet-apens. L'enquête avance vite. Mais pour l'heure, la police n'a identifié que les exécutants. Ils sont pourtant certains que ces assassins au comportement de pieds nickelés ont agi sur ordre d'un commanditaire. Pourrait-il s'agir d'un mafieux ? Ou alors d'un membre de la famille Pastor ? Les policiers suivent encore les deux pistes. Il leur reste à débusquer le cerveau de cette affaire.
les policiers continuent d'exploiter la téléphonie en croisant les appels des malfaiteurs qu'ils sont parvenus à confondre. Et peu à peu, ils remontent la piste des intermédiaires qui ont participé à l'assassinat d'Hélène Pastor et de Mohamed Darwish. Le numéro d'une femme, nommée Anissa, apparaît soudain dans l'enquête. Elle se trouve être la compagne d'un certain Abdelkader Belkatir, qui a pour beau-frère un homme au profil inattendu, Pascal Dauriac. Pascal Dauriac est prof de gym, encore un métier qu'on n'imagine pas associé à des tueurs. Mais Pascal n'est pas n'importe quel prof de gym. Il est employé comme coach sportif depuis une dizaine d'années par la fille et le gendre d'Hélène Pastor, Sylvia Ratowski et Wojciech Janowski. Au procès, le commissaire de la PJ de Nice, Philippe Frison, se souviendra de cette avancée décisive. Avec cette découverte fondamentale, on avait rebouclé. De Nice à Marseille, retour à Nice et jusqu'à Monaco. Hélène Pastor apparaît alors peu à peu comme la victime d'un complot familial. Mais elle ne le saura jamais. Le 17 mai 2014, encore entre la vie et la mort, Hélène est brièvement entendue par la brigade criminelle de la police judiciaire niçoise. Elle fait part aux enquêteurs de son incompréhension quant au mobile du guet-apens et dit ignorer qui aurait pu lui en vouloir. Le docteur Claude Palanca, son ex-mari, confirme ses dires au journal Nice Matin. Je lui ai demandé « Quelqu'un vous a-t-il menacé ?» « Jamais personne, m'a-t-elle affirmé. C'est incompréhensible. » Hélène Pastor meurt de ses blessures le 21 mai. Un mois plus tard, l'enquête bascule. Le 23 juin, la police interpelle 23 personnes à Nice, Marseille et Rennes. Et à la surprise générale, la fille de la milliardaire, Sylvia, et son gendre, Wojciech, sont aussi placés en garde à vue. Le procureur de la République de Marseille, Brice Robin, tient le lendemain une conférence de presse. Le magistrat dévoile alors le nom du tireur et du guetteur présumé. Il évoque ensuite l'arrestation d'un gendarme de Lançon de Provence, chez qui la police a saisi un fusil de chasse à canon scié, similaire à l'arme du crime. Le procureur reste encore prudent. Il estime qu'il est trop tôt pour parler du mobile. Mais il dit aussi ne pas exclure la piste familiale, car, ajoute-t-il, des mouvements financiers suspects de dizaines de milliers d'euros ont été analysés sur le compte de Wojciech Janowski. Et pendant ce temps, un coup de théâtre a lieu. À Nice, en garde à vue, Wojciech Janowski avoue. Face aux policiers, le gendre déclare « Oui, j'ai commandité ce meurtre ». Pour se justifier, il dit qu'il voulait libérer Sylvia, sa compagne, de ce qu'il appelle le harcèlement d'une mère tyrannique. C'était pour que les souffrances de ma femme s'arrêtent. Mais très vite, Wojciech se rétracte. Il revient sur ses aveux. Son excuse, il prétend que, sans avocat ni interprète, et sous pression des policiers, il a mal compris le sens du mot commandité. J'étais tellement apeuré que j'ai été forcé d'admettre. Dans les mois qui suivent, le gendre, qui fait figure de suspect idéal, va épuiser tous les recours pour obtenir la nullité de sa garde à vue, et donc de ses aveux, sans le moindre succès. Wojciech Janowski va ainsi passer 3 ans de détention provisoire à la prison des Baumettes à Marseille. Mais le 17 septembre 2018, le procès des auteurs du double assassinat d'Hélène Pastor et Mohamed Darwish s'ouvre enfin. Le 17 septembre 2018, à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, s'ouvre le procès des assassins d'Hélène Pastor. Dans le box des accusés se trouvent les exécutants, toute une série d'intermédiaires et le cerveau présumé de l'affaire. Ils ne viennent pas du même monde, bien au contraire. Tout semble séparer le tireur et le guetteur, de petits voyous marseillais d'origine comorienne, le recruteur, un modeste prof de gym sans casier judiciaire, et enfin l'homme que tout désigne comme étant le commanditaire, Wojciech, alias Monsieur Gendre, consul honoraire de Pologne à Monaco et président d'une société de nanotechnologie. Le dossier d'instruction compte 22 000 pages. On pourrait croire qu'il contient déjà toute l'affaire, mais il reste des zones d'ombre.
Première énigme. Pourquoi un assassinat visant une cible d'une telle importance a-t-il pu être confié à des exécutants aussi peu professionnels ? En effet, le duo de criminels a opéré en plein jour, en présence de témoins et à visage découvert, et pour couronner le tout, ils sont venus commettre leur crime en taxi. En plus, le guetteur avait réservé par téléphone le taxi qui devait le conduire devant l'hôpital Larchet. Il a ensuite gardé le même téléphone après le double assassinat en se contentant de changer la carte SIM et il a utilisé ce téléphone pour appeler ses complices. Le tueur ne vaut pas mieux. Lui a carrément laissé son ADN sur un gel douche oublié dans la chambre d'hôtel qu'il avait loué juste avant le crime. À la barre, les deux hommes se défendent maladroitement. Alaïr Hamadi, le guetteur, déclare « J'ai la même position que ma dernière version. Je suis parti à Nice. Je n'ai jamais embauché qui que ce soit avec moi. » Mais justement, dans la version donnée au policier pendant son interrogatoire, il avait reconnu les faits. On m'a proposé quelque chose, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner, on m'a parlé de 120 000. J'ai dit oui spontanément, c'était impulsif. Samin Saïd Ahmed, celui qui est soupçonné d'être le tireur, clame son innocence. « Je conteste formellement les accusations d'assassinat et d'association de malfaiteurs. » Seulement voilà, face au policier, son complice, le guetteur, l'avait déjà formellement impliqué. J'ai tout de suite senti que Saïd Ahmed était quelqu'un qui ne réfléchissait pas. Il avait toutes les qualités de l'exécutant et je savais qu'il allait tirer sans faire d'histoire. Et puis, l'ADN du tireur parle aussi contre lui. L'accusation démontre ensuite que le recrutement est passé par Abdelkader Belkatir, le beau-frère de Pascal Doriac, le coach sportif, qui siège lui aussi dans le box des accusés. Quand Doriac s'avance à la barre, c'est la deuxième énigme de cette affaire qui s'avance avec lui. Comment un simple prof de gym sans histoire se retrouve-t-il à recruter des tueurs ? Pascal Doriac déclare d'emblée aux 12 jurés « Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là dans cette histoire tragique. » D'après Pascal Doriac, tout est de la faute de Wojciech, mais aussi de sa propre faiblesse face aux largesses et aux promesses de son client. À la barre, Doriac déclare « Je le trouvais charismatique. Il m'a dit qu'il ferait de moi un homme respectable et respecté. Que comme coach, j'étais le meilleur et que je pouvais être son fils. Que ma vraie famille, c'était eux. » La famille, toujours. Pascal Doriac est témoin des fréquentes disputes entre Sylvia et sa mère, Hélène Pastor. Wojciech, le gendre, lui aurait alors dit « Elle nous fait vraiment trop souffrir. Faut que je trouve une arme. Est-ce que tu peux me trouver ça ?» Peu à peu, l'engrenage se met en place. Wojciech offre à Pascal des voyages à Londres et en Thaïlande, et puis il glisse des enveloppes de cash dans son sac au début des cours de sport. Et Wojciech insiste. Il faut liquider la vieille. Face au juré, Pascal s'explique. Il me culpabilise, me déstabilise, souffle le chaud et le froid. J'étais dans une machine. Je voulais arrêter le délire, mais j'en avais plus la volonté. Finalement, Pascal parle de cette histoire à son beau-frère, Abdelkader Belkatir. Et le crime est lancé. Au procès, Pascal est le seul à reconnaître sa culpabilité. Il a transmis les ordres. Fallait tuer Madame Pastor et Monsieur Darwish et prendre le sac à main. À la fin de son récit, dans la salle d'audience, sa voix s'étrangle. À propos du projet de tuer le chauffeur, Wojciech Janowski en parlait, comme d'un détail. Le sac était beaucoup plus important. Je suis désolé. Une dernière énigme s'impose aux jurés. Wojciech, que Pascal Doriac et l'enquête désignent comme le commanditaire du double assassinat, est-il bien coupable ? Et si oui, quelles sont les véritables raisons qui l'ont poussé à se couvrir les mains de sang ? Au premier jour du procès, le 17 septembre, Wojciech avait nié en bloc. « Je suis innocent, je n'ai commis aucun crime. » 10 jours plus tard, il s'avance à la barre pour donner sa version des faits. Il dénonce d'emblée sa garde à vue falsifiée. Puis il attaque la version donnée par son coach sportif. « La déposition de M. Doriac, c'est un mystère pour moi. J'ai découvert une partie de ma vie que je n'ai jamais vécue.
des choses inventées, comme pour un livre ou un film. Puis il ajoute « Je ne lui ai jamais donné d'argent ». Mais quand le président lui rappelle qu'il avait soutenu le contraire face aux policiers, Wojciech se souvient tout à coup. « Vous avez raison, je lui ai donné 2 fois 200 000 €. Pourquoi ? Wojciech prétend que c'était en échange de sa protection contre des menaces visant sa famille. Mais au cours de l'enquête, la police n'a pas trouvé la moindre trace de menace ni de protection. Et comment justifie-t-il ses aveux faits au cours de son interrogatoire ? C'était pour que Sylvia sorte de garde à vue. J'ai menti de la meilleure façon possible pour protéger ma femme, qui était atteinte d'un cancer. Alors, que penser de tous ces changements de version ? Laquelle croire ? Le problème de Wojciech Janowski, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il ment. D'ailleurs, au cours du procès, le gendre pas vraiment idéal apparaît même comme un mystificateur professionnel. Il ment tout le temps, et d'abord à sa femme. Il faut dire qu'Hélène Pastor versait à sa fille Sylvia pas moins de 500 000 € mensuels. Mais Wojciech en subtilise la majeure partie, en mentant par exemple sur les frais de scolarité de leurs enfants. Pourtant, ça ne lui suffit pas. Avant le crime, il hypothèque aussi leur maison de Londres, sans le dire à Sylvia. Puis il détourne encore 7,5 millions d'euros. Les combines de Wojciech semblent sans fin. La preuve ? Après son arrestation, Wojciech a encore dépensé 64 000 €, cette fois pour acheter le faux témoignage d'un détenu censé décrédibiliser Pascal Doriac. Même le diplôme d'économie du gendre, soi-disant obtenu à Cambridge, était un faux. Mais il y a une chose vraie dans la vie de Wojciech, ce sont ses dettes. Au moment de son arrestation, il avait un compte en banque dans le rouge de 9 millions d'euros, dont 1 million d'agios, et aussi une dette de 30 millions d'euros contractée dans une sombre affaire d'usine pétrochimique en Pologne. Malgré les dénégations du gendre, les preuves s'accumulent au procès. Il y a ses premiers aveux filmés en garde à vue, puis la déposition de Doriac qui l'incrimine, et enfin ses transactions financières douteuses juste avant le double assassinat. Finalement, l'avocat de Wojciech, Éric Dupond-Moretti, avoue le crime en son nom. Il invoque avec emphase « l'argent, l'argent qui rend fou ». Le 17 octobre 2018, après seulement 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Wojciech Janowski est condamné à la prison à perpétuité. Le tireur Samin Saïd Ahmed et le guetteur qu'il avait recruté, Alaï Ramadi, sont eux aussi condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Pascal Doriac, le coach sportif et organisateur des crimes, est quant à lui condamné à 30 ans de réclusion. Des peines allant jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle sont prononcées à l'encontre de 4 autres accusés, et 2 sont finalement acquittés. Gildo, le fils d'Hélène Pastor, qui s'est peu à peu remis de son AVC, a assisté à tout le procès. Pour lui, toute cette affaire ourdie par son beau-frère n'est pas qu'une tragique histoire d'argent. 3 ans plus tard, en 2021, hanté par l'assassinat de sa mère, Gildo cherche toujours la vérité. Il en est venu à penser que la présence de Wojciech sous le toit des Pastor n'était peut-être pas un hasard. Selon lui, tout ça est arrivé à cause d'un secret de famille. Il le confie au magazine Paris Match. À 19 ans, ma mère est tombée follement amoureuse d'un Polonais qui déplaisait au Pastor. Il s'appelait Alfred. Il était sombre, volage, menteur. Hélène a fui avec lui. Elle l'a épousé en cachette et a eu un enfant, ma sœur, Sylvia. Puis, Hélène est revenue à Monaco, où elle a rencontré un dentiste, mon père. Mais cet Alfred l'a toujours hantée. Quand j'étais petit, elle m'a dit que ce Polonais avait été l'homme de sa vie. Alors elle n'a surtout pas voulu reproduire ce même schéma avec Sylvia, la coupée de cet homme qu'elle savait pourtant intéressé et dangereux. Finalement, pour Gildo, c'est comme si Wojciech, qu'il appelle désormais le diable, était venu venger le passé. Le diable, lui, a continué à jouer avec la vérité. Après avoir avoué en garde à vue, puis s'être rétracté, puis avoir à nouveau avoué pendant le procès par la voix de son avocat, il a fait appel de sa condamnation en plaidant cette fois non coupable.
Mais après 2 reports dus au Covid, Wojciech a de nouveau été condamné. Alors il s'est pourvu en cassation. Le 21 juin 2023, Wojciech Janowski est définitivement condamné à la prison à perpétuité. Alors, où se cache la vérité de cette affaire? Dans le cœur de Gildo, le fils éploré, ou dans les cris d'innocence du gendre emprisonné? La seule personne à connaître toute la vérité était sans doute Hélène Pastor. Juste avant de mourir, elle aurait prononcé ces derniers mots aux policiers. J'ai peur. J'ai d'autres choses à vous dire. Merci d'avoir écouté cette nouvelle saison de Homicide. Si cette affaire vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur les plateformes d'écoute ou sur l'Instagram de Bababam.